Le dieu Spencer a dit que nous pouvions y aller. Nous allons donc y aller. Merci Thierry pour ton go. Bienvenue à vous tous et bienvenue à vous toutes. C'est important de le dire, tous et tous, puisque je crois que nous sommes la première table ronde qui allons vous proposer des intervenants masculins. Voilà. C'était très féminin aujourd'hui. On va essayer de jouer la carte de l'altérité. Donc, vous nous direz, messieurs, si c'est pas trop difficile d'être à cette table. Il y a une petite vidéo qui tourne là-dessus en ce moment. Vous nous direz qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans. Alors, certains, sur le ton de la boutade, pourraient dire 7 kilos quand on me voit de profil, mais pas que. C'est un petit peu le sujet de cette fin d'après-midi qu'on va essayer de rendre un petit peu légère malgré le poids. On va vous parler d'une restitution, d'une cartographie des services réclamation clients qui a été élaborée avec nos amis et partenaires d'Init, un cabinet qui est représenté ici même par Nadine Garabé. Et pour le compte de la marque, qui est une association à but non lucratif dont vous avez peut-être entendu parler ici, peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être même dans nos différentes activités au cours des dernières années. La marque, c'est une association qui réunit aujourd'hui un petit peu plus de 200 organisations qui travaillent sur une chose, qui est finalement que fait-on des feedbacks, notamment négatifs, qui nous sont remontés par nos clients, avec une intuition qui est devenue une conviction, ce fameux transformer le pépin en pépite, qui est qu'une réclamation écoutée mérite une réponse, ça c'est la courtoisie, et ensuite qui mérite d'être mis un peu d'intelligence là-dedans. Intelligence, pourquoi ? Parce que finalement, une réclamation est une capacité qui nous est faite de savoir ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir améliorer et innover dans certains cas. Une capacité de savoir finalement quels sont les clients insatisfaits et donc qui doit-on resatisfaire pour refidéliser, pour doper la recommandation et donc asseoir les amortissements effectivement de demain financiers, donc performance financière. Et un troisième point qui est également cette notion de transformation qui n'échappera ici à personne, qui est finalement qu'est-ce que me donne à connaître ce client sur la manière dont je dois peut-être bouger, notamment mon modèle, mon organisation, voire mon business model. Et c'était peut-être là notamment un des enjeux évoqués tout à l'heure par nos amis de la Maïf, notamment sur des questions d'éthique. Nous, on viendra d'une manière beaucoup plus terre à terre pour vous apporter des chiffres. C'est le cas notamment de cette étude, une étude quanti, peut-être quelques éléments d'interprétation qui vous seront délivrés aujourd'hui, mais peut-être aussi dans les jours à venir, sur cette cartographie des services réclamation client. Alors pour cela, j'ai demandé à quelques copains de venir nous aider. On a parlé de Nadine, Init. On a parlé également, pas encore du moins, Gaëtan Maillet, le grand bonhomme à droite, qui est responsable de l'expérience client au sein de Decathlon et qui avait pitché ici il y a 3 ans sur un projet magique qui s'appelle Easy Return. Vous pouvez retrouver la vidéo notamment sur YouTube. Également Cécile qui nous a rejoint de LCL qui travaille elle pour l'excellence client et qui est une super entreprise. Vous verrez que l'entreprise Maillot Jaune ferraille fort pour avoir justement cette préférence client et cette proximité client. Et puis Stéphane Bourrier qui est également dans l'univers du sport, donc l'UCPA. Il nous rappelait tout à l'heure assez crânement d'ailleurs que les 2 fondateurs n'étaient rien d'autre que Charles de Gaulle et Mermoz, voilà, qui peut dire mieux ici, pas grand monde. Herzog, pardon. On va rentrer de plein pied dans cette cartographie. On va éviter de vous assommer avec des chiffres. Donc on a essayé d'identifier 3 mouvements au cours desquels on pourra vous présenter à la fois des chiffres qui seront présentés par Nadine, qui sera notre caution statistique pour cette fin d'après-midi, et puis également illustrés par les retours d'expérience et les témoignages à la fois, donc nous le disions, de Decathlon, d'LCL et de l'UCPA. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être que on démarre sans trop attendre, puisque le temps nous sera compté. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, poser des questions pertinentes ou impertinentes avec les écrans qui se trouvent sur vos droites. Ça tombera dans la petite tablette. Surtout, n'hésitez pas à mettre des messages, comme ça on aura l'impression qu'on ne vous a pas endormi trop vite. Voilà, et puis ensuite, pour ceux qui le voudront, on proposera sur le stand qui est tout au fond à gauche, c'est pas les toilettes, ce sont des stands d'Init et de la marque. Vous pourrez retrouver notamment les infographies de la marque avec l'ensemble des chiffres et un petit peu plus, et puis également sur les réseaux sociaux. Ma chère Nadine, voilà, maintenant que j'ai fait le troubadour, j'ai pas pris de baffe de la part du public, ce qui est déjà pas mal, parce que dans les Oscars, c'est arrivé hier soir. Du coup, je t'invite peut-être à présenter cette première séquence qu'on a appelée culturelle. Voilà. Absolument. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de passer effectivement aux premiers indicateurs sur ce qu'on appelle plutôt la culture client, la culture réclamation au sein des entreprises, juste un petit point méthodologique. Donc, on a interrogé l'ensemble des adhérents de la marque. On est sur une base très solide sur cette édition 2021, puisque 149 entreprises nous ont répondu. Donc, on est sur un taux de retour de 56%, ce qui est un très bon taux de retour, ce qui est supérieur d'ailleurs au taux de retour qu'on avait obtenu dans l'édition qu'on avait fait en 2018, qui était de l'ordre qui était déjà très bon. On avait 130 entreprises répondantes. Donc voilà déjà pour le point, donc une étude online sur le dernier trimestre 2021. Je vais commencer effectivement avec les premiers indicateurs sur la dimension culturelle. Ce qu'on appelle dimension culturelle, c'est la capacité des entreprises à mobiliser l'ensemble des collaborateurs, de ces collaborateurs, sur les enjeux
de la réclamation client, globalement. Et on va voir que cette édition 2021 présente des résultats qui sont en progrès, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Le premier indicateur qui est un indicateur clé, c'est le nombre d'entreprises qui ont une définition formalisée de ce qu'est une réclamation. Puisque pour bien traiter les réclamations, déjà faut-il bien les définir, puisqu'il peut y avoir un décalage de perception entre la perception client et la réponse de l'entreprise. Ou même il peut y avoir une absence de réponse en présence d'une réclamation. C'est quelque chose qu'on mesure dans nos sondages, où parfois on a un décalage. Les taux de réclamation qu'on mesure dans nos sondages sont parfois supérieurs à celui qui est enregistré dans l'entreprise pour ces problèmes de définition. Donc en 2021, globalement, on a 77% des entreprises qui ont une définition formalisée de la réclamation. Donc c'est un bon taux, globalement. C'est un taux qui est en progrès par rapport à l'édition faite voici 3 ans, un progrès de 7 points. Et juste pour donner un peu plus de profondeur à ces résultats, si on se plonge en arrière, si on fait un bond en arrière, en 2010, ce taux était de 57%. Donc c'est une progression de près de 20 points en une décennie. Donc on voit qu'effectivement, on est rentré globalement dans l'ère de l'expérience client où il y a une attention portée aux irritants qui peuvent toucher les clients des entreprises. Alors cette définition formalisée, elle aide globalement à mieux promouvoir certainement les réclamations au sein des entreprises, puisqu'on mesure sur cette édition que 70% des entreprises disent que la réclamation est clairement promue comme une source d'opportunité pour l'ensemble de l'organisation. Donc alors, après, on peut toujours interpréter les chiffres. Moi, j'ai tendance à penser que ce chiffre-là, quand même, reflète un certain degré de mobilisation en interne autour des enjeux de la réclamation, même si on voit qu'il reste du chemin à parcourir, parce qu'on peut aussi voir le verre à moitié vide et se dire qu'il y a encore 30% des entreprises qui ne promeuvent pas la réclamation comme une source d'opportunité. Alors cette réclamation qui est vue comme une source d'opportunité, globalement, ce point est peut-être encouragé par le point suivant, que c'est 70% des CODIR et des COMEX sont destinataires d'un reporting dédié aux réclamations. Donc ça, c'est un chiffre qui est resté stable par rapport à la précédente édition, voici 3 ans. Alors même si on voit qu'effectivement, au sommet de la pyramide de l'entreprise, il y a une certaine sensibilisation, on va dire, des directions générales au sujet de la réclamation. Pour autant, cette sensibilisation, elle ne se répand pas dans toute l'entreprise, parce que si on mesure effectivement quelle est la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à ce sujet, là on tombe sur un chiffre qui est beaucoup plus faible. 40% des entreprises sensibilisent aux réclamations la totalité du personnel en contact avec leurs clients. Donc là on voit qu'effectivement il y a encore du progrès qui reste à accomplir pour que les réclamations deviennent un véritable enjeu de l'entreprise et que ce soit utilisé comme une véritable source d'opportunité, pas à 70% mais à 90 ou 100%. Voilà pour ces premiers résultats. Merci beaucoup. Nadine, je crois que c'était Camus qui avait cette phrase magique qui était « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Stéphane, la question de la définition. Stéphane est également président de la marque, voilà, il faut le savoir. C'est un sujet au sein de l'association qui est important, puisque si on revient notamment dans la définition de l'orientation réclamation client, ce qu'ont pu nous dire les études de recherche, la notion de définition a une importance. Et justement, ces 77% doivent réchauffer ton petit cœur. Ouais, je suis super content parce que, bonsoir à toutes et à tous, je suis super content parce que ce chiffre, il est quand même encourageant. On se bat pour que la réclamation soit reconnue en interne. Et pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle soit définie. Ça, c'est indispensable. Derrière, ça va engendrer l'organisation, le processus, le qui fait quoi. Exemple, à l'UCPA, on se pose toujours la question, c'est quoi une demande et une réclamation? Quelle est la différence? Qui traite la demande? Qui traite la réclamation? Si je transpose au métier dans lequel je suis, une demande, c'est je suis client, je souhaite annuler mon séjour. Ça, c'est une demande. Par contre, la personne va avoir des pénalités. Je conteste ces pénalités, c'est une réclamation. Voilà. Et derrière, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont traiter la demande de la réclamation. Donc c'est indispensable que cette définition soit bien posée. Là, à l'UCPA, on est en train de se reposer les questions sur la définition de la réclamation. Si on fait le tour des entreprises, il y a autant de définitions que d'entreprises. Donc ça, ce n'est pas grave en soi. Chacun a sa propre définition. À l'UCPA, on a 2 angles. L'angle qui est très objectif, c'est un écart de promesse. Par exemple, voilà, on vous promet 10 séances de kitesurf, on n'en fait que 9, il en manque une. Voilà, il y a un écart. Et puis, il y a des choses, donc ça, c'est assez objectif, même s'il peut y avoir pétole, donc pas de vent ou trop de vagues. Et puis, ça peut être plus subjectif au niveau de la restauration. C'était pas bon, j'ai été mal accueilli, etc. Voilà, donc c'est des angles sur lesquels on essaie d'être concret dans une approche assez pragmatique parce que la définition, on l'a définie. Après, il faut la faire connaître.
Dans mon périmètre, j'ai plus de 50% de turnover, c'est beaucoup de saisonniers, donc faire connaître la diffusion de la réclamation, c'est très compliqué. Donc le seul message que je passe à tous mes saisonniers est le suivant, c'est si vous avez une réclamation, si vous pouvez la traiter, vous la traitez en local évidemment, sinon vous l'adressez à un seul service et c'est Sophie, Ludivine, etc. qui traite de la réclamation. Voilà, c'est le seul message que je fais passer en interne. Donc je suis très content de voir que la définition est plutôt de plus en plus formalisée. Je suis moins content parce que sur les CODIR COMEX, voilà, le chiffre n'évolue pas tellement. Moi, dans mes CODIR, quand je les lance, je parle toujours en premier du client. Voilà. On parle du client, donc de la réclamation, de la satisfaction. Je parle aussi beaucoup de satisfaction parce qu'il n'y a pas que des clients mécontents dans une boîte, il y a aussi des clients très heureux. Merci beaucoup Stéphane. Et Stéphane qui fait également partie non seulement du COMEX, mais qui est patron d'une des 3 BU du groupe UCPA et qui connaît l'univers de la relation client pour avoir connu de coordinateur de la qualité au sein de l'UCPA et maintenant à la tête d'une BU. On change d'entreprise, on change d'univers. Dans l'univers bancaire, voilà, LCL, je le disais, est en quête justement du maillot jaune, de la proximité, de la préférence client. Pour autant, les choses se provoquent, s'accompagnent. Il y a énormément de transformations qui ont été initiées, notamment à travers une démarche qui s'appelle J'aime mon client, alors qui peut faire sourire, mais quand on rentre dedans, on découvre plein de bonnes pratiques. Justement, est-ce que tu pourrais, Cécile, nous partager quelques pistes, quelques anecdotes justement sur ces astuces qui permettent d'avoir une vision positive de la réclamation client en interne? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, vous le savez peut-être, mais LCL s'est donné comme ambition de devenir numéro 1 de la satisfaction client. Et pour cela, on a déployé en 2021 la charte J'aime mon client. Alors, ça peut faire sourire, mais cette charte, on la concrétise tous les jours à partir de 10 engagements. 10 engagements pour satisfaire nos clients, mais également des engagements pour essayer de lever les dysfonctionnements et pouvoir également lever un maximum d'irritants. Si on regarde maintenant plus spécifiquement les réclamations, et je suis assez contente parce que je reconnais LCL dans les chiffres que Nadine a présentés. C'est vrai que pour nous, c'est un sujet majeur, les réclamations, et c'est un sujet tellement majeur qu'effectivement, nous avons mis en place des reportings pour informer notre COMEX des sources d'insatisfaction majeures. Ce sont des réclamations aussi qu'on partage véritablement avec toute l'entreprise pour que chacun puisse savoir quels sont sur les sujets sur lesquels nos clients nous attendent. On a mis en place chez LCL également des immersions au sein des services réclamation. Ça veut dire que les collaborateurs qui le souhaitent peuvent venir dans ce service, être au plus proche des sources d'insatisfaction et savoir d'où viennent les réclamations, comment elles arrivent et comment on les solutionne. Donc, toutes ces reportings, ces immersions, ça a vraiment pour objectif de mobiliser l'ensemble de LCL autour de la réclamation. Parce que pour nous, la réclamation, c'est un moment important pour le client. Il nous donne l'occasion de pouvoir le satisfaire de nouveau. Et donc, on veut s'engouffrer dedans. À titre d'exemple, quand je vous disais qu'on met en place des suivis, ces suivis sont importants parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de mettre en place des plans d'action. Si je prends un exemple, en 2021, on avait une source d'insatisfaction majeure qui était le prêt immobilier. C'est vraiment quelque chose d'important pour nos clients et c'est normal, c'est un projet de vie. Mais c'est aussi un moment où nos clients pouvaient être angoissés parce qu'ils avaient besoin de savoir que leur prêt allait être accordé et que la signature allait pouvoir se faire dans les temps. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients nous disaient le prêt immobilier, on n'a pas toujours les éléments de suivi qu'on souhaiterait et on doit parfois appeler notre conseiller pour savoir où ça en est. Fort de ce constat, réclamation forte, on s'est mobilisé pour mettre vraiment à plat toutes les communications clés qui étaient faites auprès de nos clients, parce qu'il y en avait, mais on a identifié aussi des trous dans la raquette. Et on s'est dit, sur certains points, le client attend qu'on communique avec lui, qu'on lui apporte de l'information, et là, on n'est pas bon. Et donc, ça nous a permis de faire ces rectifications, d'apporter des notifications, des communications complémentaires. Et les résultats, ils ont été là, parce qu'entre juin 2021 et janvier 2022, on a apporté 6 lots de simplification sur le prêt immobilier à partir des réclamations de nos clients, et ça nous a permis de baisser les réclamations de 20%. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que c'est un tout petit exemple et ça relate vraiment un exemple de tout ce qu'on est en train de faire.
Mais pour nous, c'est important parce que ça montre lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on identifie là où il y a des réclamations et qu'on arrive à les quantifier, eh bien, ça nous permet de progresser. Maintenant, le chemin, il est encore long, hein, on le sait. On n'est pas encore au niveau d'exigence LCL où nos clients nous attendent. Quand on regarde notre NPS, on voit bien qu'on a des promoteurs. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Pour autant, il reste encore beaucoup de détracteurs. Et nous, notre enjeu, c'est vraiment de convertir ces détracteurs en promoteurs. Et pour cela, alors, LCL s'est lancé aussi dans d'autres projets, des projets de feedback, de mise en place de plateformes de feedback client. On est vraiment très axé aussi pour apporter de la délégation au plus près de nos clients, donc de la délégation en proximité. Et on met en place aussi, on est en train de mettre en place une cellule centralisée où on va avoir un certain nombre d'acteurs experts qui seront vraiment en charge de lever les irritants et de les traiter. Merci beaucoup Cécile pour ce chemin, cette démarche. S'il y a un point qui faisait consensus au niveau notamment des intervenants dans la préparation, c'est qu'on se disait Decathlon était orienté client et orientation client 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors du coup, sans trop de flagornerie, mon cher Gaëtan, comment on fait quand on est cette fameuse entreprise préférée des Français, si on en croit les sondeurs, POC, Nadine, voilà, comment on fait pour garder justement cette, je veux dire presque cette fraîcheur de rester orienté client et d'aller gratter peut-être tous les irritants, toutes ces aspérités comme des opportunités. Tout d'abord, bonsoir, merci de l'invitation. Déjà, sur le sujet de la réclamation, il faut rester humble. Je pense que ça, c'est déjà très important. Donc, chez Decathlon, si on reprend culturellement, parce que pourquoi on en est là, c'est que culturellement, on a eu un dirigeant qui, en 1976, a créé son premier magasin. Il n'avait qu'un magasin et il n'avait pas de moyens. Et le moyen de communication et de se faire connaître, c'était de satisfaire les clients puisqu'il voulait rendre le sport accessible. Et donc, dans cette démarche, il a initié ça et cultivé ça très fortement dans l'entreprise, puisque quelques années après, on est venu avec une politique satisfait ou satisfait, donc ça veut tout dire en tous les cas, dans le timing et dans la punchline. Et ensuite aussi, ça a été repris dans tous nos outils. Très rapidement, on a eu les premiers retours en magasin, on le faisait sans ticket de caisse, on faisait confiance aux clients. Ensuite, dès qu'il y avait un souci, on le remontait. Quand on a créé nos premiers produits, la remontée d'informations pour pouvoir savoir quelles étaient les problématiques qu'on rencontrait sur nos produits pour les faire progresser. Et systématiquement, à chaque fois qu'on a mis une expérience en place, on a essayé de mesurer cette expérience client. Et donc, petit à petit, l'entreprise s'est construite autour du client. Forcément, le sport et l'usage du sport nous permet aussi de co-construire avec nos clients et ça nous fait des retours. Et je dirais même que ça va plus loin, ça peut même aller jusqu'à une innovation. C'est là où, je dirais, culturellement, ça peut apporter des choses nouvelles pour l'entreprise. Et donc, tous ces irritants, en fin de compte, c'est des vraies opportunités, des vrais trésors. Transformer le pépin en pépite, c'est une réalité chez nous, en tous les cas. Et ensuite, ce qui est important aussi, comme on est une entreprise qui est apprenante, où tout le monde a issu beaucoup du magasin, derrière, dans tous les services, on irrigue cette politique-là avec des collaborateurs qui ont 10, 15, 20 ans d'entreprise comme moi et qui sont dans des services qui cultivent ça auprès des personnes qu'on peut recruter à l'extérieur en disant mais tu es sûr que ton sujet là quand tu vas le mettre en œuvre le client il va être ok, est-ce qu'on va le mesurer avant de le lancer, que ça soit l'informatique, que ça soit aux achats, que ça soit je dirais à la comptabilité, tout ça c'est lié au client. Nous voilà, même aujourd'hui je viens, c'est important que je puisse peut-être répondre à quelques irritants parce que vous en avez peut-être chez nous et que je les prenne en compte. Donc ça c'est une écoute. Et cette écoute-là, elle est cultivée, et je reviendrai après sur d'autres points, mais c'est notre culture, on est né avec ça, et si on peut le transmettre aux autres et aux autres entreprises, c'est l'occasion. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan. Nadine, on a parlé de 3 volets, et il est temps de rentrer dans le second, qu'on a qualifié plutôt opérationnel. Absolument. Donc on va parler maintenant du traitement des réclamations en tant que tel, avec un premier indicateur clé sur le traitement des réclamations, c'est quelle est la proportion d'entreprises qui globalement accusent réception d'une réclamation quand ils la reçoivent. Alors on est à peu près sur 2/3 des entreprises qui accusent systématiquement réception des réclamations lorsqu'ils la reçoivent. Donc là aussi c'est un progrès par rapport à la précédente édition 2018. En l'espace de 3 ans, on a gagné 7 points sur cette dimension-là, en sachant qu'il y a quand même une entreprise sur 5 qui nous dit ne jamais accuser réception d'une réclamation quand même. Et puis à peu près une entreprise sur 4 qui nous dit accuser souvent
réception d'une réclamation, mais pas systématiquement. Donc par contre, 2 tiers qui accusent réception systématiquement. Bon, ça c'est plutôt en tout cas un indicateur qui est en progrès. Un autre point par contre qui est plus faible dans les résultats, c'est tout ce qui concerne l'information sur l'avancée du traitement de la réclamation. Quand il y a des délais de réponse qui ne sont pas immédiats, là pour le coup on a seulement 40% des entreprises qui informent de l'avancement du traitement d'une réclamation. Par contre, un point qui est plutôt positif, c'est qu'en ce qui concerne donc la résolution au premier contact, on est sur un taux de résolution au premier contact, alors qui est à mon sens plutôt bon, 61% des entreprises qui clôturent donc au premier contact la réclamation qu'elles ont reçue. Et puis autre chiffre clé, 2 tiers à peu près des réponses aux réclamations sont favorables aux clients et 1 tiers donne lieu à un dédommagement dès lors qu'il y a une politique de dédommagement mise en place dans l'entreprise. Et là, pour le coup, il y a à peu près 2 tiers des entreprises qui ont mis en place une politique de dédommagement. Et donc, dans ces cas-là, 1 tiers des réclamations donne lieu à un dédommagement. Et majoritairement, ce dédommagement, c'est un remboursement dans 70% des cas. Voilà pour cette Merci Nadine. Du coup, une transition toute trouvée justement avec Cécile, puisque un taux de 61% de résolution au premier contact, le fameux once and done, vous l'appelez ça comme vous voulez, je pense que c'est quand même la mire pour beaucoup d'entreprises présentes ici. Je crois que LCL notamment, et tu l'évoquais tout à l'heure, sur cette notion de délégation, de donner le pouvoir aux équipes, c'est quelque chose qui a été entrepris avec un gros boom il y a peu de temps, notamment avec cette super délégation. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette mise en place. Alors avec plaisir pour vous en dire un petit peu plus, parce que c'est un projet qu'on vient tout juste de déployer et dont on est très fiers. C'est un projet qu'on a appelé Confiance a priori. Ce projet, c'est quoi? Ce sont des délégations qu'on a données aux conseillers, des délégations qui peuvent aller jusqu'à 1 000 €. Ce sont des délégations qu'on a multipliées par 10. L'objectif étant de permettre aux conseillers, lorsque LCL a commis une erreur, bien de pouvoir indemniser immédiatement le client et sans avoir à négocier quoi que ce soit. On s'est rendu compte dans les réclamations toujours, parce que pour nous c'est une source importante, que nos clients nous reprochaient parfois que lorsqu'ils demandaient, qu'ils faisaient une réclamation au conseiller, que ce conseiller n'avait pas toujours la délégation pour pouvoir répondre immédiatement et que parfois il devait en référer à sa hiérarchie. Là, l'idée, c'est lorsque le conseiller s'aperçoit qu'on a commis une erreur, qu'il puisse instantanément rembourser le client et présenter ses excuses. On a vraiment renversé la table en notamment en demandant également d'avoir un changement complet de posture. Auparavant, lorsque le client venait nous voir, parfois on devait étudier son dossier, regarder si ce qu'il nous disait correspondait bien. Là, pas du tout. Là, on se dit que le client qui nous fait une réclamation, c'est déjà qu'il est mécontent, qu'il est agacé. Et ce qu'on veut, c'est l'écouter, lui apporter de l'empathie. Et lorsqu'on a commis une erreur, pouvoir la reconnaître tout de suite et pouvoir le rembourser instantanément. Je vais vous prendre un exemple. Un conseiller qui a octroyé un geste commercial, par exemple, à son client, un geste commercial sur une carte bleue, il a oublié de le saisir. Le client émet une réclamation. Lorsqu'il accueille cette réclamation, le conseiller, il doit pouvoir s'excuser et tout de suite procéder au remboursement. Et une fois qu'il l'a fait, ce qui est un point important pour nous également, c'est le rappel du client. On doit pouvoir rappeler au moment de la clôture le client pour pouvoir lui dire que la réclamation a été traitée et lui dire comment elle a été traitée. Et on parlait tout à l'heure également d'un rebond, de faire d'un pépin une pépite. On demande également au conseiller à ce qu'au bout d'1 mois, il puisse rappeler son client pour lui demander comment ça va, est-ce qu'il est satisfait de la manière dont ça a été traité, et qu'il puisse ainsi rebondir et développer la relation. Donc c'est quelque chose, pour nous, je vous le dis, de tout nouveau. Ça fait quelques semaines que ça a été lancé. Un pilote a été réalisé au sein de plusieurs agences. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un changement culturel fort parce que des délégations très importantes. Et donc, il va falloir qu'on accompagne nos conseillers pour oser utiliser ces réclamations, pour oser accueillir et accepter parfois qu'on s'est trompé et pouvoir le rectifier rapidement. Donc, ça va mettre du temps, mais en tout cas, on a confiance parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut vraiment accompagner l'accroissement de la satisfaction client. Merci Cécile, et je peux en dire peut-être un peu plus. Sans faire trop d'outing, on est sur une délégation à 4 chiffres, donc ce qui montre vraiment l'amplitude qu'on donne aux collaborateurs. Et pour faire un point de comparaison avec une autre entreprise toujours bancaire qui se trouve être dans l'Ouest, ils ont ainsi asséché 80% des réclamations clients au premier contact.
Donc, quand vous voyez le temps économisé dans le traitement administratif de validation, on voit très rapidement que le gain n'est pas que de temps et évidemment financier. On est du coup sur cette notion de confiance. Gaëtan, on parle de satisfaction, on parle aussi souvent de confiance chez Decat. Souvent même d'auto-entrepreneurs ou d'intrapreneurs, notamment dans vos rayons, dans vos univers, où chaque patron, chaque conseiller, chaque équipier est presque un patron. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette culture et comment peut-être essayer de... Ouais, pour faire le parallèle à ce que vient de dire Cécile, la confiance, a priori, pour nous, c'est un gage de formation dès l'intégration d'un collaborateur au sein de l'entreprise, qu'il soit en CDI ou en CDD, puisqu'on embauche aussi beaucoup de CDD pendant les périodes notamment estivales. Et c'est de redonner le sens de notre politique, de dire satisfait ou satisfait, tu rembourses, après tu demandes les problématiques qu'il y a pour les faire remonter au siège. Donc c'est ça qui est important. Ces remontées, elles sont précieuses pour nous, que ce soit les avis clients ou que ce soit sur les retours produits. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de venir challenger nos chefs de produits. On ne fait pas que des bons produits. Il nous arrive d'avoir des difficultés sur certains produits. Et donc, on est en working progress vis-à-vis de nos études, de nos fournisseurs ou de nos partenaires qui travaillent avec nous pour les faire progresser. Parce qu'on a les numéros de série. Voilà, et une erreur qui se produit sur un produit, on essaye de la corriger pour pouvoir relivrer des produits conformes. Mais il arrive jusqu'à des moments où c'est encore plus catastrophique que ça, où là, nos clients ne valident pas le produit, nous mettent une note inférieure à 3 sur 5, et là, des décisions en entreprise sont prises, c'est de retirer le produit des linéaires. On n'attend plus que chacun consomme le produit et n'est pas satisfait, et on prend nos responsabilités. Le chef de produit a la responsabilité d'enlever les produits du site internet et des rayons. Je ne vous cache pas que c'est des décisions qui ne sont pas faciles, qui touchent les collaborateurs, mais en tous les cas, c'est dans un objectif de satisfaire. Et parfois, on va même plus loin. On a eu jusqu'à, par exemple, des problématiques de monétique, où on a doublé le paiement des cartes bleues. Ça nous arrive aussi. Derrière, on rembourse le client et on repaye, je dirais, le panier pour pouvoir resatisfaire le client derrière. Donc c'est à tous les niveaux, que ça soit, je dirais, à l'informatique, que ça soit, je dirais, au produit ou que ce soit dans le magasin. Et ce qui est super, c'est que 25 000 collaborateurs peuvent parler à nos clients grâce à nos outils, grâce à nos avis clients. Tout le monde peut être en capacité de répondre à un client, ce qui fait chez nous qu'on n'a pas un service réclamation client. On a bien sûr un centre de relations clients, mais en tous les cas, chacun est destinataire de la problématique et de l'irritant. En ce moment, beaucoup de ruptures de produits dues à des problématiques d'approvisionnement. C'est les gens du transport, c'est les gens de la logistique qui répondent aux messages. Parce que c'est eux qui sont les plus près de la conséquence, en tous les cas, des problématiques pour pouvoir y répondre aux clients. Et ça, c'est très apprécié parce qu'on a une réponse d'un premier niveau qui est plutôt satisfaisante. Voilà. Merci Gaëtan. On parle de questions. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les formuler dans vos téléphones, dans ce que vous voulez, avant qu'elles n'arrivent toutes à la fin et que ça soit un peu la course et qu'on ait du mal à les thématiser. Stéphane, on le disait tout à l'heure, l'idéal, le Graal, c'est d'être effectivement sur le once and done. Toi, tu as relevé un pari, c'est de nous partager des débuts d'expérience et de bonnes pratiques justement sur la gestion du temps long, quand le temps, on sait que ça va être difficile de tenir des délais. Est-ce que tu peux nous partager ton regard ? Alors juste avant de répondre à ta question, je me permettais de rebondir, c'était pas prévu, c'est pas dans les scripts, sur ce que disait Cécile et sur l'autonomie des chargés de réclamation. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a mis ça en place à l'UCPA, de rendre autonomes les chargés de réclamation, c'est-à-dire qu'ils ont chacune 5 000 € d'enveloppe par an pour gérer les réclamations. Donc c'est pas nouveau, je le dis, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années qu'on le met en place. Et donc, elles reçoivent majoritairement donc, les réclamations et elles vont prendre, après enquête, elles vont prendre une décision. Une décision, donc souvent, il y a toujours confrontation entre le client et la production chez moi. Et donc, à un moment donné, il faut trancher. Et donc là, chaque chargé de réclamation va trancher dans cette enveloppe-là, annuelle, et donc va faire sa réponse, sans contrôle. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas contrôler ce qu'elle dépense tous les mois, etc. On fera un compte à la fin de l'année et on se rend compte en général que la gestion en bonne mère, bon père de famille s'opère et me rend toujours de l'argent à la fin de l'année. Donc ça rend le métier plus intéressant de traiter de A à Z, d'être plus autonome dans la réponse. Donc je trouve que c'est une bonne pratique et voilà, je pense que ça va produire des effets
chez LCL. Oui, complètement. Et il y a un point que je n'ai pas cité, mais je voulais le dire, hein, apporter de la confiance, de la responsabilité en proximité, c'est vraiment un facteur d'engagement complémentaire des collaborateurs qui est extrême, et je pense que ça rejoint tout à fait le discours que tu viens d'avoir. Gaëtan va abonder. Ouais, je voulais juste rajouter, c'est qu'on n'a pas les montants de prêts immobiliers de LCL, mais pour autant, on gère des millions de produits, et s'il fallait escalader chaque problème, mais on n'en s'en sortirait pas, quoi. Donc l'efficience et la rentabilité d'une paire de chaussures à 30 € quand on la rembourse sur le premier niveau, elle est très importante parce qu'ensuite, un conseiller, un appel, quand vous mesurez ça concrètement, hein, avec du timing et les coûts horaires derrière, bah, vous apercevez que votre chaussure, vous l'avez payée peut-être 2 fois ou 3 fois. Donc c'est très important de mesurer tous ces points-là et de mettre le bon niveau en fonction des entreprises et du contexte. Et je reviens peut-être maladroitement, mais notamment on évoquait ce matin, c'est des sujets qui étaient traités en filigrane dans pas mal de confs, c'est la difficulté finalement à attirer aujourd'hui, alors on va appeler des talents, on pourrait dire des bras aussi, pour nos services clients, et je pense que tout ça, il concourt, hein, c'est de montrer la capacité qu'ont les entreprises à faire confiance aux collaborateurs qu'ils accueillent. Et ça, là-dessus, je pense qu'il y a un gros gisement à travailler. Alors, je reviens sur l'accusé de réception. Donc, dans la réclamation, le temps joue contre nous. Hein. Donc, il faut manager ce temps d'attente du client. Donc, à l'UCPA, on est en moyenne réponse, quel que soit le canal, à 5 jours, sauf au mois d'août, au mois de septembre, où tous les Parisiens que nous sommes ou que je suis, on part en vacances et puis on revient de vacances et là, on est mécontent. Et donc là, via un afflux de réclamations, et je n'ai pas les moyens démesurés pour mettre beaucoup de chargés de réclamation en face chaque réclamation. Donc du coup, on va manager l'attente client en faisant des accusés de réception adaptés, alors soit à la destination, soit au profil du client, soit au type de réclamation. Donc je vais vous donner des exemples. Si vous partez au Népal, en Australie, on sait que si vous revenez, vous êtes mécontent, vous avez mis 4 000 € dans un voyage, donc là, vous allez m'écrire plein de dysfonctionnements, etc. Et nous, on va faire une enquête et on va mettre un peu de temps à faire l'enquête. Donc, on va tout de suite annoncer à notre client qu'on va lui mettre 30 jours pour répondre à sa réclamation. Donc, on annonce déjà un premier délai. Donc, au bout du 25e jour, on regarde si on va répondre ou pas dans les délais des 30 jours. Si ce n'est pas le cas, on va envoyer un SMS au client en lui disant « Bon, on ne vous oublie pas, mais on a un peu de retard parce que derrière, on doit choper l'accompagnateur qui est reparti en accompagnement d'un groupe et qu'on n'arrive pas à avoir ces éléments de réponse, etc. pour vous apporter des éléments d'explication. » Donc, on va faire ça donc, pour adapter nos accusés de réception, surtout dans les périodes de août-septembre, pour essayer de projeter le client sur un délai et éviter qu'il nous rappelle. Donc, ça crée du flux entrant. Et puis du coup qui voit qu'on s'occupe de lui au quotidien. Top, merci beaucoup Stéphane. Du coup c'est presque une transition, on parle du pilotage, si j'ose dire, du management du temps. Après, il y a le pilotage dans dur. Et là, Nadine, malheureusement, c'est des mauvaises nouvelles que tu nous annonces. Oui, absolument. Je vais annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, concernant le pilotage du management de la réclamation client. Alors, au premier niveau, il y a quand même des bonnes pratiques qui sont assez généralisées. Hein. C'est le fait d'analyser les motifs de réclamation. Là, il y a près de 90% des entreprises qui nous disent qu'elles analysent les motifs de réclamation. Il y a près de 80% des entreprises aussi qui nous disent qu'elles utilisent les réclamations pour améliorer soit les produits, les services, les process de gestion, hein, les pratiques commerciales. Donc ça, c'est des choses qui sont assez établies. Par contre, c'est beaucoup plus timide hein, concernant la mise en place de KPI, de mesure de la performance du traitement des réclamations, puisqu'on est seulement sur 57% des entreprises qui réalisent des enquêtes de satisfaction post-réclamation, hein, pour savoir si globalement le traitement quand on a été fait est satisfaisant, hein, et si au final on a retenu un réclamant qui était mécontent, peut-être prêt à partir. Hein. Et puis on est que sur 8% des entreprises qui évaluent la fidélité post-réclamation. Et alors, concernant la quête du Graal... Hein, il y a pire comme stade, vous allez voir. Le Graal, c'est le retour sur investissement, hein, le ROI, le fameux ROI. Hein. Seulement 5% des entreprises évaluent le ROI du management de la réclamation client. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de chemin à parcourir à ce niveau. Alors, la merveilleuse nouvelle, c'est qu'en 2010, entre 2010 et 2022, on a augmenté de 25%. Voilà, on est passé de 4% à 5%. Donc voilà, sur le pilotage de data, l'analyse, si on fait un bon ou un mauvais jeu de mots entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, quand on arrive à mêler les deux chez LCL, ça fait des trucs qui sont plutôt sympas. Et en prospective, sur le pilotage, on parle pas mal de data. Cécile ? Oui, complètement. Alors, on est en train, chez LCL, d'explorer des techniques innovantes. Hein.
Et l'enjeu, l'idée, hein, c'est de pouvoir traiter plus rapidement et ainsi réduire les réclamations. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur les apports de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des modèles d'apprentissage qui nous permettraient d'exploiter de manière plus automatisée et plus rapide la voix de nos clients. Et donc, on est en train de mettre, en tout cas, des algorithmes sont en train de se créer pour qu'on puisse catégoriser beaucoup plus vite les réclamations. Donc, on parlait de motifs de réclamation, qu'on puisse les catégoriser beaucoup plus vite et ainsi pouvoir aussi beaucoup plus vite mettre en place des plans d'action et pouvoir assurer un suivi de ces réclamations. L'intelligence artificielle, au-delà de la catégorisation et les plans d'action qu'on met en place, ça va aussi nous aider à anticiper mieux. En effet, on est en train de regarder pour pouvoir détecter des signaux faibles. En détectant ces signaux faibles, devrait nous permettre de détecter là où on risque d'avoir des problématiques de réclamation qui vont accroître. Et là, on se dit, plutôt que d'attendre qu'une réclamation devienne un vrai sujet d'irritant, on va l'anticiper parce que l'IA va nous y aider. Donc c'est tous ces sujets-là, en tout cas, qu'on est en train de regarder chez LCL et sur lesquels on s'est attaqué. Top. Merci beaucoup, Cécile. On le disait tout à l'heure, la réclamation, levier d'innovation, de performance financière, d'innovation. Il y a derrière une notion notamment de suivi de la fidélité. En pilotage, Stéphane, je sais que tu as mis des choses assez intéressantes sur la SAT. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais il y a une quinzaine d'années, on a mis en place une enquête de satisfaction post-réclamation. Donc autant dire que ça décoiffe quand on a les retours de ces enquêtes. Donc on se rappelle, c'est un client qui a réclamé, on traite sa réclamation et après on lui demande comment s'est passée son expérience de traitement de la réclamation. Donc autant dire qu'il faut se préparer psychologiquement parce qu'effectivement on a des retours qui ne sont pas aussi bons qu'après nos séjours. Donc c'est la première chose. C'est bien aussi de se comparer par rapport aux entreprises qui ont mis en place des enquêtes, comme ça nous rassure un tout petit peu. Donc ces enquêtes nous ont permis, il y a une quinzaine d'années, de montrer surtout une chose importante, c'est qu'on avait peut-être tendance à faire beaucoup de gestes, trop de gestes, et trop de gestes, tu le geste, et donc de faire trop de gestes, vous avez réclamé, on vous fait un geste. On avait fait une convention, c'était les gestes... comment dire, c'était comme les antibiotiques. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Pas automatique. Donc on avait tendance à faire trop de gestes. Et du coup, on a revu notre politique de traitement de la réclamation avec plus d'explications, davantage expliquer les choses et faire moins de gestes. Et finalement, on a vu que la satisfaction client post-réclamation était meilleure. Ça, c'était vraiment un des enseignements de ces enquêtes. Ces enquêtes qu'on suit toujours. Donc on analyse des enquêtes sur un échantillon de clients qui a réclamé. À la fin de l'été, on prend un échantillon entre 400 et 500 clients et on regarde leur évolution de la satisfaction. Donc ça, c'est super intéressant. On leur pose des questions à la fois sur l'accueil de la réclamation, la solution apportée, les sources d'amélioration. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à le faire, mais préparez-vous psychologiquement. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais témoigner. Ensuite, ce que je voulais aussi témoigner, c'est sur le ROI. Alors le ROI, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Donc je me suis amusé il y a quelques années, et je le fais toujours, de mettre avec moi le contrôleur de gestion et dire, voilà, on va estimer quel est le coût de traitement d'une réclamation à l'UCPA. Donc on a fait un petit tableau Excel où on a mis la masse salariale, les locaux, les fluides, les flux, le papier, le timbre à l'époque, maintenant c'est les serveurs, c'est les logiciels, etc. Et donc là, on a sommé les coûts administratifs quand le traitement de la réclamation était niveau 2, c'est-à-dire internalisé. J'étais à 100 €. Voilà, je suis à 100 € de traitement de coûts administratifs. Voilà, donc déjà. En face, je mets le coût de traitement, le coût de compensation, pardon. Donc quel est le coût moyen de compensation? Donc je vous donne des chiffres avant crise, c'était 100 €. Donc 100 €. Alors j'ai arrondi un tout petit peu les chiffres, mais c'est 100 € de coût de traitement administratif, 100 € de coût de compensation, ce qui fait 200 €. Chaque réclamation coûte en moyenne 200 €. Voilà. Donc au moins j'ai un chiffre de départ et après je vois effectivement combien ça me rapporte. Et donc là, à l'UCPA, on fait majoritairement des avoirs qui sont valables 24 mois, qui sont cessibles, donc on favorise la réutilisation de l'avoir. Et donc on arrive à mesurer
après avoir fait un avoir, ou après avoir fait un remboursement plus exceptionnellement, ou après ne rien avoir fait, puisque finalement, dans la majorité des cas, on ne fait pas de geste, on regarde le taux de fidélité, alors l'intention de retour et le taux de fidélité suite à la réclamation. Et donc, on voit qu'on a plutôt des bons taux, on voit que les clients consomment 8 fois plus que le montant qu'on leur a donné, etc. Donc, on suit quelques indicateurs qui montrent en finale que le traitement de la réclamation, ce n'est pas le seul facteur, je vous l'accorde, mais c'est un des leviers principaux qui permet de fidéliser ces clients mécontents. Donc on les invite à reconsommer à l'UCPA et de revivre une nouvelle expérience plutôt positive, on espère. Et donc de ne pas hésiter à recontacter des personnes qui n'ont pas utilisé les bons. Oui, alors si c'est au bout de 24 mois, on se pose des questions, pourquoi les avoirs n'ont pas été réutilisés. Donc on fait des appels sortants en disant pourquoi vous n'avez pas utilisé votre avoir, etc. Alors juste, je fais une petite parenthèse, j'en parlais tout à l'heure. L'âge moyen du client UCPA, c'est 30 ans. 30 ans, c'est l'âge où on change un peu de vie, c'est l'âge moyen où on se marie, où on vit en couple, où on a un premier enfant. Et donc, ce n'est pas vraiment la cible UCPA, parce que UCPA, c'est beaucoup de célibataires. Donc, à 30 ans, le client a pu partir, on lui a fait un avoir, et puis il s'est passé des choses dans sa vie, et hop, on le voit disparaître. Mais à l'UCPA, on est patient, on sait qu'à un moment donné, il va se séparer, il va revenir en tant que célibataire à l'UCPA et il va reconsommer. Voilà, donc, pas après 40. Voilà, bon, c'est un petit peu d'humour, mais c'est juste pour vous dire qu'on suit aussi pourquoi les avoirs ne sont pas reconsommés et on analyse ça. Alors il y en a, c'est des contestataires, ils disent moi je ne veux pas utiliser les avoirs, j'ai pas eu assez. D'autres se disent non, finalement, même votre réponse ne m'a pas satisfaite, et on l'avoue. Puis il y en a d'autres qui ont oublié, puis voilà, donc il y en a qui ont des changements de vie aussi. Top, merci beaucoup Stéphane. Côté Decathlon. Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est les clients qui sont silencieux, c'est-à-dire les clients qui ne sont pas satisfaits, qui nous sollicitent pas. C'est là où c'est intéressant parce que c'est ceux qu'on peut perdre. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de fidéliser déjà ces clients parmi toute l'offre de sport qui peut être proposée. Et donc, c'était une question qui, quand j'ai pris mon poste, m'a interrogé, et on a échangé avec toi, Marie-Louis, et aussi avec Daniel Ray de l'école de management de Grenoble, chercheur sur la relation client et notamment sur les études, qui m'a dit mais Gaëtan, on a peut-être quelque chose à te proposer, c'est le complaint model. Alors c'est quoi le complaint model? C'est une étude, tu vas poser la question si les clients sont satisfaits, quand ils ne sont pas satisfaits, est-ce que vraiment on a apporté une réponse qui était satisfaisante, voilà. Donc ça, jusque-là, c'est ce que tu fais à l'UCPA, donc pas de souci. Mais après, il m'a dit, on va venir avec le CRM coller, le comportement des clients sur une année et de voir si, quand tu as une réponse qui est positive à une insatisfaction, derrière, est-ce que le panier moyen des clients, est le même, supérieur, inférieur, etc. Donc, je me suis lancé dans cette expérience au mois de juillet dernier. On a fait ce qu'on appelle un POC sur cette étude, sur tous les clients de Decathlon.fr. On a ciblé sur 3000 clients. Et on a fait cette étude et on s'est aperçu en réalité que les clients qui nous réclamaient, en fin de compte, c'était nos meilleurs clients. C'est-à-dire que derrière, ils reconsommaient fortement quand ils avaient une réponse satisfaisante à leur insatisfaction. Parce qu'on avait su donner la bonne réponse, et pas forcément toujours en donnant un geste commercial, mais en apportant une réponse du chef de produit, en apportant une réponse de la bonne personne qui est le bon interlocuteur. Ça peut être juridique avec nos responsables, etc., ou notre directeur de magasin sur son expérience qu'il propose, en réinvitant le client à trouver une solution ensemble. Et ça a été pour nous un élément qu'on va essayer de construire en tous les cas dans nos futurs, outils, pour pouvoir permettre d'avoir ce ROI, et ce ROI en plus lié au chiffre d'affaires, à la ressource, et non lié au coût, parce que forcément, si on est sur les coûts, on tire les choses vers le bas, alors que si on va chercher du chiffre d'affaires, du panier moyen supérieur, c'est nettement plus intéressant pour l'entreprise. Voilà. Et on en revient au sujet qu'effectivement, on est beaucoup plus audible, notamment par la direction, par les comités de direction, quand on a des chiffres qui viennent parler de ce langage universel qui est non pas l'amour, mais le pognon. Du coup, on en revient au terme de cette conf. Donc là, vous aurez vu l'importance effectivement d'aller sur un meilleur pilotage. Ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que la gestion de la réclamation client, peu ou prou, sort du placard. Elle optimise, entre guillemets, l'aspect traitement sur des pratiques. Là, il a fallu qu'on identifie, on en sélectionne un certain nombre. Une fois de plus, vous en trouverez plus.
librement, gratuitement, on n'a rien à vous vendre sur notre stand au fond à gauche. Et puis également énormément d'attentes sur l'aspect du pilotage et du KPI. Et là, ça peut être une transition par rapport à une des prochaines activités de la marque, puisque le 3 juin au matin, on tiendra notre 55e convention sur les metrics et le retour sur investissement de la réclamation client, où il sera présenté notamment le complaint model évoqué par Gaëtan, qui sera présenté donc par Daniel, qui est cher au cœur de la marque, et qui sera présenté donc avec les exemples notamment de Gaëtan et Maïf et bien d'autres pour ne pas les citer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en 45 minutes, c'était le temps qu'on avait. On a gardé du temps pour les questions-réponses. Alors je ne sais pas si ça ne marche pas, mais je pense que c'est plutôt vos claviers qui ne fonctionnent pas. Voilà, des questions. Ben, non, je ne vais pas vous jeter le micro, par contre je vous entends et je vais pouvoir redire la... Oui, bonjour. En fait, je me posais une question. Est-ce que vous avez un tracking sur les clients qui sont insatisfaits? Parce qu'on voit bien que le rapport avec les réseaux sociaux et comment vous traquez les clients qui sont insatisfaits? Ça, c'était ma question. Et j'ai un petit témoignage à faire pour Decathlon. C'est qu'en fait, une fois, j'avais acheté des chaussures et j'étais sorti du magasin, mais ils n'avaient pas enlevé la sécurité. Quand je suis revenu au magasin, il a bien raison. On m'a remboursé la valeur, donc j'ai gardé mes chaussures, on m'a remboursé, donc j'ai eu 2 chaussures. Mais ouais, vous pouvez applaudir. Là, vous pouvez applaudir Decathlon, mais là, une deuxième question, vous n'allez pas applaudir. Par contre, mon fils chausse du 48, il a 15 ans, chaussures de foot. J'ai fait 3 magasins de Decathlon, j'en ai pas trouvé. Et là, dans la satisfaction client, il y a un côté positif que vous pouvez suivre dans vos études. C'est que moi, j'ai une carte de fidélité Decathlon, mais aucun des vendeurs ne m'a dit, je n'ai jamais reçu, par exemple, un message, dans tel magasin, il y a des tailles 48, venez, on fait 10% de réduction. Donc, même la satisfaction du client ne vient pas seulement de la crise, mais elle peut venir aussi d'un service en plus qu'on peut mettre. Et c'est sur ça, à l'avenir, vous pouvez travailler dessus. J'espère qu'il va m'offrir des chaussures encore pour mon fils. On avait déjà convenu de 100 € pour les compliments, donc on verra bien. Tu vas le recruter, monsieur? C'est ça. Déjà, merci, monsieur, pour le témoignage de vos expériences qui sont le reflet de notre magasin, avec ses qualités, mais aussi ses difficultés. On a eu beaucoup de retours, notamment sur la suppression des grandes tailles. On a eu longtemps été, je dirais, par le passé, on avait les grandes tailles, on les a réduites pour des questions de rentabilité, etc. Je passe. Et aujourd'hui, grâce au digital, on va pouvoir proposer ces tailles non plus dans tous nos magasins, mais au moins proposer les tailles sur le digital pour pouvoir commander des chaussures de 48, 49, pas dans tous les modèles, mais dans notre objectif de rendre accessible le sport. Vous avez complètement raison et c'est beaucoup de remontées qui se font de ce domaine. Et on essaye d'être le plus inclusif possible, et notamment dans ce sujet du taillant qui est très très complexe. En tous les cas, on essaye de pouvoir y répondre. J'espère qu'en tous les cas, la prochaine fois, on pourra en tous les cas satisfaire votre fils. Si vous venez à l'UCPA, j'ai des tailles de chaussures pour faire du ski de 48. C'est bon. Du coup, alors tout à l'heure, je disais qu'il devait y avoir un problème de tablette, et en fait, il y avait vraiment un problème de tablette, et il y a plein de questions, donc on craignait de vous avoir endormi, mais non. Alors, une question, parce qu'il faut bien commencer par une. Justement, vous parlez de définition et de l'importance de... Pardon, vous parlez de réclamation et de l'importance de leur définition, mais quels sont les canaux de réclamation pris en compte dans cette étude ? Là, c'était tout type de canaux, pour le coup, puisque les canaux peuvent arriver soit par effectivement téléphone, courrier, mail. Ce qu'on constate dans les résultats, globalement, c'est une augmentation aussi de tout ce qui est digital, des canaux digitaux. Donc, effectivement, les réclamations par mail, soit sur les espaces clients directement en ligne, et aussi une montée des réseaux sociaux, même si ça reste encore pas la majorité. Et sur les réseaux sociaux, je crois que c'est 95% des entreprises maintenant qui suivent effectivement les réclamations sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on sent un progrès par rapport à la fois précédente. Une question sympathique. Et pour notre ami d'LCL, pour le LCL, comment valorisez-vous en interne la transformation de vos pépins en pépites? Alors, merci pour la question. Comment est-ce qu'on valorise en interne la transformation des pépins en pépites? Alors, on a, comme je vous le disais, on a mis en place un certain nombre d'outils de suivi des réclamations.
Et on suit tous les mois, je vous le disais tout à l'heure, les réclamations, voir qu'elles diminuent. Et de manière régulière, on passe les suivis, on le disait tout à l'heure, en comité de direction pour valoriser toutes les réclamations qui sont traitées, qui sont résolues. Et on met en avant véritablement toutes les équipes qui sont amenées à travailler pour résoudre les insatisfactions clients. C'est vraiment quelque chose qu'on valorise de manière régulière. On a mis en place des comités de satisfaction mensuels au sein d'LCL et qui permettent justement de manière régulière de les suivre et de mettre en avant tout ce qui a été fait pour les améliorer. Je voulais revenir sur la question sur le tracking, etc. Il y a deux canaux auxquels on ne pense pas souvent. C'est souvent, il y a la réclamation qui rentre, mais on peut aussi aller chercher la réclamation qui n'est pas canalisée par l'entreprise. Tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se passe sur les sites internet, sur les sites qui favorisent la réclamation, ça c'est une source. Et ce qu'on fait chez nous aussi, c'est quand il y a une réponse, on connaît aussi le NPS, on fait comme tout le monde, et donc quand un client met une note de 0 à 3, on transforme ça en réclamation. Voilà. Pourquoi pas 0 à 4, 0 à 5? C'est juste parce que derrière, il faut que je dimensionne les équipes pour traiter ces éléments. Donc, on fait 0 à 3. Donc, si le client est détracteur, donc, on va aller le rechercher pour dire « Ah, vous avez été satisfait, vous l'avez noté dans l'enquête, expliquez-nous pourquoi ». Et donc, on creuse et on essaye de resatisfaire. Voilà, c'était deux choses auxquelles je pensais. Alors, je me suis encore planté dans la tablette, mais il y a une question, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai lu, qui était on parle beaucoup de rappeler les clients post-réclamation. Est-ce qu'on n'a pas peur à la longue de les spammer ? Parce qu'a priori, depuis ce matin, beaucoup de conférenciers auraient évoqué l'importance de prendre le téléphone pour appeler, pour rassurer, pour cajoler nos clients. Est-ce que finalement, si tout le monde s'y met, est-ce qu'on ne risque pas de spammer le client maintenant non plus par mail, mais par téléphone? Est-ce que quelqu'un veut s'y coller? Moi, je trouve que le téléphone, c'est le canal numéro 1 en gestion de la réclamation. Franchement, vous avez une réclamation. Donc, on parle de traitement asynchrone. Il arrive par mail, il arrive par quel que soit le canal. Alors, on peut échanger par chat, sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, ça fait ping-pong. Donc, arrêtons ça. On appelle le client, on échange, on s'explique. Il y a des choses explicites que le client a exprimées. Il y a des choses implicites qu'on va aller chercher dans l'échange. Donc, franchement, pour moi, le téléphone, si le client il a pris la peine de s'adresser à nous, je pense que d'aller vers lui, c'est quand même quelque chose de positif. Je dis toujours ça à mes équipes, quand on peut le faire, de faire un appel sortant. Déjà, ça nous permet de préparer l'appel, les solutions qu'on va déclencher derrière. On va surprendre le client parce que ça ne tend pas à avoir forcément un appel. Et donc, on va avoir une autre mode de relation avec le client dans le cadre d'une réclamation. Donc, franchement, moi, je privilégie le téléphone. Oui, et je voudrais juste rajouter, on l'a beaucoup dit tout à l'heure, mais un client qui s'exprime, qui émet une réclamation, c'est aussi un client qui nous tend une perche, qui prend son temps pour nous parler et le contacter par téléphone ou par un autre canal pour prendre aussi ce temps de réponse, c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, nous, c'est une priorité qu'on s'est donnée avec un appel au moment du traitement de la réclamation, mais également un mois après. Et dans les pilotes, en tout cas, qu'on a mis en place, à date, c'est quelque chose qui semble plaire à nos clients. Non, on va changer de question pour que tout le monde puisse en avoir. Une question pour Gaëtan. Chacun répond aux réclamations clients. On parle de Decathlon. Exemple, service transport pour problème de rupture. Ce n'est pas un peu risqué de faire cela en termes de délai de réponse et de wording, orthographe, manière de s'exprimer? Cela peut donner une mauvaise image de l'entreprise. Point d'interrogation. Ouais, on fait confiance aux clients et on fait confiance aux collaborateurs. Et les collaborateurs qu'on recrute, ils sont en capacité de répondre à nos clients. Ça arrive, on fait des erreurs. Et on corrige parce qu'on a un système de management qui nous permet, en tous les cas, de voir régulièrement nos collaborateurs toutes les 4 semaines. Donc, si nos collaborateurs ont confiance, ils ont confiance dans la réponse qu'ils doivent donner. S'il y a une petite erreur, on l'assume aussi derrière. En accompagnant le collaborateur à progresser sur ces domaines d'activité-là. Donc, faisons confiance aux clients, faisons confiance aux collaborateurs, a priori. Après, chez nous, en tous les cas, on donne le droit à l'erreur. On n'est pas les champions de l'orthographe, c'est pas très grave. Mais en tous les cas, si on peut donner une réponse satisfaisante, les clients ne nous en veulent pas. Ils sont comme nous, en tous les cas, en réception, ils nous connaissent, ils savent qu'on embauche beaucoup de jeunes. Et donc, c'est un peu leurs enfants qui pourraient leur répondre parfois, et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on n'hésite pas même à mettre des smileys, des pouces, parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie du sport. Je pense que peut-être à la banque, c'est moins approprié.
Mais nous, on est quand même dans quelque chose qui est fun, qui est de la relation. Voilà. La banque aussi, c'est fun. Hein. Je ne le dis pas, je ne critique pas, mais en tous les cas, c'est notre culture, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas s'attacher à ça pour moi, en tous les cas. Okay. Une question peut-être pour Nadine. Quelle est la représentativité de votre panel? On a parlé de 149 entreprises. B2B, B2C, je sais. Alors, on est à peu près sur moitié B2B, moitié B2C, me semble-t-il, à valider. Vérifier, Par contre, effectivement, c'est très représentatif, hein, puisqu'on est sur un peu plus de... On a interrogé l'ensemble de la base à marque, on est sur 56% de retour. Hein. Donc, sur une base d'entreprise, 56% de retour, c'est un très, très bon taux de retour. Hein. C'est assez exceptionnel. Donc, la marque s'est mobilisée aussi hein, pour relancer. On a laissé le terrain actif pendant 2-3 mois, parce que le questionnaire était assez long, on demandait un certain nombre de données. Hein. Mais c'est pour le coup une base qui est très solide hein, en termes de représentativité. Elle était solide déjà il y a 3 ans, mais pour le coup, on a encore plus de répondants. Hein. Ça a été plus mobilisateur sur cette vague-là que l'édition 2018. Merci Nadine. Une question suite, alors pour LCL à nouveau, Alors, suite au nouveau projet de l'SCPR qui entrera en vigueur cet été, comment LCL va accélérer le traitement de la réclamation quand cela n'est pas de la compétence du conseiller? C'est peut-être très technique. Alors, je vais botter en touche. Hein. Je n'ai pas connaissance en tout cas de cette réglementation. Donc, je préfère éviter de vous dire une bêtise. Par contre, je transmettrai la réponse aux équipes de la marque. Je ne sais pas si on pourra diffuser la réponse. La personne concernée pourra nous contacter, oui. contact@tamarque.asso.fr. Bonsoir. Mesurer la CSAT des clients qui réclament. Après réponse, c'est bien, mais globalement, avez-vous un benchmark permettant de situer une bonne satisfaction, une insatisfaction qui perdure? C'est la RATP, mon élément de référence. Alors ça peut paraître bizarre ou dans l'imaginaire. Quand j'ai monté le service réclamation à l'époque à l'UCPH, je suis allé voir Air France, je suis allé voir la RATP, Groupe Accor, la SNCF, les grandes boîtes qui pour moi étaient de référence. C'était il y a 20 ans déjà. Et donc ma référence, c'est la RATP qui faisait déjà ça à l'époque et qui mesurait la satisfaction post-réclamation. Ils avaient des services à l'époque qui étaient déconcentrés, c'est-à-dire c'est chaque responsable de ligne qui répondait aux réclamations. Ils ont reconcentré là, il y a quelques années parce que le client étant mobile, il pouvait prendre le RER, le bus, etc. Donc c'était compliqué pour gérer, donc ils ont reconcentré. Et donc c'est un élément de référence, un benchmark, et on était dans les mêmes tendances, même si on n'était pas sur les mêmes métiers, les mêmes tendances. Donc voilà, c'était un peu ma référence qui reste... bon, j'ai moins comparé depuis ces dernières années parce que je trouve moins d'entreprises qui mesurent la satisfaction post-réclamation, mais je suis très ouvert pour partager les chiffres avec l'entreprise qui voudra les partager avec moi. Alors, on a posé la question dans l'enquête, on a demandé quel était le taux moyen mesuré. Alors, le taux qu'on mesure dans l'enquête, c'est 64% de satisfaction sur les enquêtes post-réclamation. Alors, pour autant, ce taux peut prêter à discussion parce que ça dépend vraiment de la méthodologie de l'enquête. Ça dépend quelle est l'échelle de mesure qui est utilisée. Et en plus, ça dépend aussi du moment où est envoyée l'enquête. Parce que si elle a envoyé à tiède, c'est-à-dire 2-3 mois après la réclamation ou assez rapidement dans les 1 semaine, pour le coup, on peut avoir des résultats qui sont très différents. Donc même ce taux de 64%, il sera présent dans nos résultats détaillés. On n'a pas voulu le présenter parce qu'on pense qu'il peut être sujet... voilà. Alors nous, par exemple, dans le secteur banque-assurance, sur lequel on fait un certain nombre d'enquêtes, banque-assurance mutuelle, on mesure des taux de satisfaction post-réclamation. Alors on est sur du à froid pour le coup, donc c'est des baromètres à froid, pas à chaud. On est sur des taux de satisfaction qui sont de l'ordre de 40-45% de satisfaction dans notre benchmark, sur le secteur banque-assurance mutuelle. Donc on voit que c'est assez faible, c'est ce que tu disais Stéphane, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de le faire quand même, parce que c'est important de prendre la température, et il faut s'attendre à rester sur effectivement des résultats qui soient faibles. Mais l'important, c'est de se fixer et de pouvoir le suivre pour voir l'évolution éventuelle, parce que par contre, ça permet vraiment de piloter les évolutions, les progrès qu'on peut réaliser dans la gestion du traitement des réclamations, en sachant que forcément, la borne est basse. Voilà, c'est un fait. Je suis dans les mêmes tendances. J'ai commencé à 54% de clients satisfaits. Donc ça évolue un tout petit peu, mais c'est super long. C'est super long. C'est beaucoup d'efforts pour essayer de resatisfaire. Mais ça vaut le coup de regarder, comme tu le disais, vraiment l'évolution et surtout le qualitatif qui est dans l'enquête. Alors parfois, ça réouvre la réclamation. Il faut juste le savoir. Dire, en fait, puisque vous me sollicitez, j'étais pas content de la réponse, donc ça rouvre un peu la réclamation. Mais bon. Voilà,
au moins ça crée de l'échange. Le pire dans notre métier, c'est ce que tu disais, c'est les passifs flingueurs, comme je les appelle. C'est les clients qui partent, qui sont mécontents et qui partent, et là il y en a beaucoup. Qui disent rien, qui ne s'adressent pas à vous, qui vont véhiculer une image négative. Et donc, faut vraiment que la réclamation soit considérée comme un cadeau, une opportunité. Tous les mots que vous voulez derrière ça, mais vraiment, on y croit dur comme fer au sein de l'assaut. Vraiment, c'est un cadeau, donc ça vaut le coup de la traiter. Et pour revenir juste au tout début, je trouve que quand même, on voit que maintenant la réclamation, c'est plus un mot tabou, quoi. Donc avant, on essayait de faire un peu de sémantique sur le mot, de l'habiller. Maintenant, on parle de réclamation. Voilà, soyez transparents. Le client il est mécontent, il est insatisfait. Voilà. N'ayons pas peur de ça. Faisons face. Faisons face. Écoutez, on va faire face à l'horloge. Il est 30. On est dans le timing à la seconde près. Donc, une fois de plus, merci beaucoup d'être resté jusqu'à des heures hindoues. Une bonne visite. Pour ceux qui le souhaiteraient, si vous voulez l'infographie, elle est à votre libre disposition. Donc, c'est réellement tout au fond à gauche. Et puis sinon, vous trouverez probablement des trucs sur les réseaux sociaux. Et le 3 juin, pour ceux qui sont intéressés pour creuser, n'hésitez pas. Et puis, mon président et mon trésorier, Gaëtan, seront également très heureux de vous accueillir dans le cadre de l'association pour un budget monstrueux de 800 € à l'année qui vous donnera accès pour 2 personnes à toutes nos activités. Vous y serez les bienvenus si vous le souhaitez. Une fois de plus, merci beaucoup à nos intervenants et à très bientôt. Et encore merci à Init pour cette super étude. Au revoir. Merci.